France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30. C'est le grand forum. Ravi de vous retrouver pour ce mercredi 7 décembre avec après 18h l'éphéméride, les principaux événements qui ont marqué la date du 7 décembre. On fera ça tout à l'heure avec l'ami Amar. De sport nous parlerons et je vous ferai découvrir en intégralité le tout nouveau Medine, le rappeur du Havre qui a sorti donc son clip lundi soir. Un premier extrait du futur album qui sortira le 24 février prochain qui s'appellera Prosélite. Et le titre c'est Global que je vous ferai écouter donc tout à l'heure entre 18h et 18h30 bien sûr. Alors aujourd'hui avec nous, elle est arrivée à l'heure. Contrairement à certains, Ouiem Maghrebi, comment ça va Ouiem ? Ça va, bonsoir, tant bien que mal, hein. C'était un peu compliqué. Oui, parce qu'il faut dire aux auditeurs que effectivement en ce moment c'est la circulation alternée pour ceux qui nous écoutent notamment en province, à Paris d'ailleurs. Je tiens à vous le dire tout de suite, qui a été reconduite pour demain. Seul problème, c'est que les transports sont gratuits, ça c'est bien, mais quand ça marche, parce que depuis à peu près le début de l'après-midi, toute la gare du Nord est paralysée, donc plus aucun train ne circule, n'arrive ni ne part de la gare du Nord suite à une coupure d'électricité, une avarice, donc d'électricité. Le RERB qui ne marche pas depuis hier, bien ça devait reprendre en début d'après-midi, c'est carrément retardé. Pour le coup, c'est la grosse pagaille. Et nous qui empruntons les transports en commun, on se demande comment on va retourner à la maison ce soir. Mais bon, pour l'instant, évidemment, nous sommes là et ravis de vous retrouver pour le J'aime ou J'aime pas tout à l'heure avant 18h. Le coup de cœur de Ouiem. Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est une association qui s'appelle Oumma et Rahma. Très bien, à découvrir tout à l'heure. On recevra un invité, c'est un humoriste un peu particulier qui se lance dans un one-man show un peu particulier puisque pendant 1h30, il est là seul sur scène à raconter un petit peu des anecdotes, sa vie, sa sortie de prison, comment il s'est évadé de prison. C'est David Raclé qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. David Desclos, pardon, qui sera avec nous à 17h pour nous parler de ce spectacle et les invitations également à vous offrir. L'avis tranché d'Ouiem parce que Ousmane Timera qui va nous rejoindre dans un instant n'est pas encore arrivé. Le titre, c'est Dans les yeux bleu marine. On peut avoir un petit indice ? Je vais vous immerger dans la peau d'une personne raciste. Oula, ah oui d'accord. Très bien, donc la psychologie. Affaire à suivre donc dans l'actualité et ce que je vais soumettre à la discussion avec vous, chers amis auditeurs, puisque vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000. La totalité de la vieille ville d'Alep en passe d'être contrôlée par l'armée de Bachar al-Assad. Les rebelles, les terroristes, puisque faut les appeler ainsi, s'en sont retirés la nuit dernière, même si des tirs étaient encore entendus sur place ce matin. Le premier conseil des ministres du gouvernement désormais dirigé par Bernard Cazeneuve, nouveau rôle, alors que celui à qui il a succédé, Emmanuel Valls, s'est immédiatement lancé dans la campagne pour la primaire socialiste. Nous verrons cela évidemment et nous en parlerons avec vous sur France Maghreb 2, mais pour commencer évidemment comme d'habitude, ma chère Ouiem, c'est le zapping. Pardon. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et sur internet avec Philippe Devilliers qui s'en prend ouvertement à la double allégeance, dit-il, de Najat Vallaud-Belkacem et il s'en explique. Je me suis beaucoup inquiété de découvrir une chose stupéfiante, c'est en fait que Najat Vallaud-Belkacem a été nommée le 21 décembre 2007 membre du Conseil de la communauté marocaine. Et je suis allé voir le Daïr qu'il a nommé, et dans le Daïr qu'il a nommé, il est question de l'identité marocaine. Chaque membre devra veiller à la diffusion de la langue arabe et de l'islam. Donc en réalité, on a un ministre de l'Éducation nationale, c'est grave ce que je dis, hein. On a un ministre de l'Éducation nationale qui a une double allégeance. Elle est ministre de l'Éducation nationale de la France, donc elle s'occupe de la langue française, elle s'occupe de l'enseignement de l'histoire, enfin bref, elle s'occupe de ce qu'elle devrait faire, qu'elle ne fait pas. Mais en même temps, elle est membre du Conseil de la communauté. Alors elle n'est plus sur Internet, il n'y a plus rien. Mais j'ai le document, moi. J'ai le document où il y a encore quelques mois, jusqu'en 2015, elle était toujours membre du Conseil de la communauté marocaine, et ce conseil vise à l'enseignement des langues, l'éducation religieuse, l'action culturelle à l'extérieur du Maroc. Donc en fait, quand elle dit qu'elle va mettre l'arabe dans le primaire, elle est logique.
À chaque pays sa polémique direction l'Angleterre, puisque le nouveau billet de 5 livres fait en ce moment un scandale en Angleterre. Découvrez pourquoi. Il y a quelques semaines, le président de la Banque d'Angleterre présentait sur ce marché le nouveau billet de 5 livres. Il est indéchirable et même waterproof, disait-il en le plongeant dans la sauce. Aujourd'hui, c'est justement une histoire de nourriture qui plombe ce billet. Les Indiens végétariens, une énorme communauté en Grande-Bretagne, et les véganes n'en veulent pas. Parce que le plastique qui le renforce contient de la graisse animale. Dans les quartiers indiens, de plus en plus de commerces et de restaurants le refusent. Ces gens disent qu'ils vont éviter ces billets faits avec du bœuf, un animal sacré. L'argent n'a pas d'odeur, mais la Banque d'Angleterre a déjà annoncé qu'elle cherchait des solutions pour que ces billets ne sentent plus le bœuf. Après l'annonce de Manuel Valls lundi soir à Évry de sa candidature à la présidentielle, voici comment ont réagi ses adversaires. D'abord pour cette primaire et quelques personnalités de la gauche. Arnaud Montebourg, Filoche, Macron, entre autres, voici leurs réactions. Manuel Valls, candidat, a prononcé un discours d'opposant à sa propre politique. Il a prétendu renouer avec le dialogue social, il a fait la loi travail. Il a prétendu respecter la démocratie, il a gouverné avec des 49-3. Je suis effrayé par l'espèce de mise en scène qui nous est présentée là, avec les communicants, ça a été travaillé, l'artifice, on dirait un commercial qui avait de la mauvaise marchandise jusque-là, qui pense qu'il va nous en présenter de la bonne et qui veut nous racheter. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est il est devant la même impossibilité que François Hollande. C'est le tout sauf Valls qui va commencer à la primaire ? C'est pas tellement le tout sauf Valls, c'est quelle alternative sommes-nous capables de promouvoir ? Il faut une alternative. Car si François Hollande n'était pas capable de rassembler la gauche, l'homme des deux gauches irréconciliables est encore moins. Ça, tout le monde appelle au grand rassemblement. La question, c'est pas d'appeler au grand rassemblement, c'est de faire des politiques qui rassemblent. Est-ce que les politiques menées par son gouvernement sous l'autorité de François Hollande, il est arrivé Premier ministre grâce au soutien d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon. Après, ils ont été licenciés. Depuis 18 mois, tous les sondages sont constants. La gauche n'a aucune chance, la gauche classique n'a aucune chance d'être au second tour. Aucune. Et de loin. Depuis 2 mois, depuis que j'ai quitté le gouvernement, je suis le 3e dans les sondages. Donc j'invite plutôt les progressistes de gauche, comme ceux du centre ou de la droite, à me rejoindre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas au second tour un simple choix entre le Front National et une droite conservatrice. Et pour terminer ce zapping, comment une rumeur a provoqué une fusillade dans une pizzeria de Washington? Une fumeuse théorie de la conspiration sur Internet a déclenché une fusillade dans cette pizzeria. À Washington, cet homme est entré dans le restaurant avec un fusil d'assaut. Il voulait faire cesser un soi-disant trafic sexuel d'enfants localisé dans cette pizzeria. Depuis quelque temps, sur Internet, une histoire totalement inventée racontait que des enfants étaient kidnappés ici et qu'on les faisait passer dans un tunnel. Histoire inventée par les partisans de Trump et des sites d'extrême droite, parce que la pizzeria avait levé de l'argent pour Hillary Clinton. Même ses très proches conseiller de Trump l'avait relayé et fait gonfler cette énorme mystification. Il n'y a eu finalement aucun blessé, l'homme n'a trouvé aucun tunnel et passera un moment en prison. Et ben voilà comment ça se termine. Monsieur Timera Ousmane, comment ça va? Écoutez, bonjour à tous, salam alaikum, je suis vivant, je vais très bien. Ah bah alhamdoulilah, Ousmane, ravi de te revoir, en tout cas ça fait un petit moment là. Oui, effectivement, je le suis encore, très pris. Oui. Mais bon, je me suis dit je vais mettre un intermède à mes multiples occupations pour vous rejoindre, vous m'avez manqué. Bah voilà, bon, accompagné de William aujourd'hui, que tu connais d'ailleurs. Oui, je l'ai rencontré dans une émission. Une belle rencontre lors d'une émission dimanche. Oui. Autour d'un dialogue avec un ami, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Moi aussi. Il va être mais content. fort intéressant dans le dialogue. C'est super, hein, on est vos amis mais vous oubliez les noms. Hein Bon, on était avec Inda Djeridi en tout cas, ça on n'oublie pas. C'était avec un invité plutôt d'obédience juive. Ouais, c'est ça. Juive et avec qui vous avez dialogué, vous avez parlé paix. Paix mais aussi sérieux. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Nous étions dans l'interculturalité. Bon. Ousmane, ton programme c'est quoi? Écoutez, comme d'habitude. En freestyle. En freestyle. Mais ouais. je vais quand même faire une petite analyse du désastre François Hollande et de ce dont il est le nom. Et éventuellement dans mon coup de cœur je ferai la continuité de cette analyse en termes de force de proposition. Donc un avis tranché qui suivra un coup de cœur, c'est formidable. C'est ça. Très bien. Alors dans le zapping, le peu que vous avez écouté, il y a quelque chose qui a retenu votre attention?
Moi, par rapport à la soi-disant indignation concernant Najat Vallaud-Belkacem, Oui. par rapport au fait qu'elle elle ferait une double allégeance, soi-disant, moi, au-delà du fait qu'elle fasse partie du conseil comment je me rappelle plus du titre, communal marocain. Communal marocain. Au-delà de ça, il faut pas oublier que de toute façon, Najat Vallaud-Belkacem, c'est une femme qui est d'origine marocaine. Elle a une descendance algérienne et espagnole par ses grands-parents. Et pour moi, elle est purement représentative de la France d'aujourd'hui, à savoir la diversité et l'interculturalité. Donc, je trouve que c'est une fausse indignation. Je vois pas où, mais quand ça vient le de problème. Philippe de Villiers, faut pas s'attendre à grand chose non plus. Voilà. Ouais. Bon. Donc, mais je trouvais ça suffisamment important pour le souligner quand même. On va parler d'Alep, mon cher Ousmane et ma chère Wiem dans un instant. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le zapping, pardon. Oui, comme t'es arrivé en plein milieu du zapping, je me suis dit tiens, il a peut-être rien retenu. Non, si, j'ai retenu certaines choses, et j'en parlerai dans mon analyse. C'est un peu, comment dire, toute cette effervescence autour de la candidature de Manuel Valls. Bon, faut quand même, je veux dire, si un président est empêché pour cause d'impopularité de se présenter à la présidence, je ne vois pas pourquoi son Premier ministre, qui est tout aussi impopulaire, pourrait le faire, d'une part. Et d'autre part, ça indique quand même les contradictions du Parti socialiste. Et au fond, ce parti n'a rien de socialiste. Je veux dire, le mec qui a mis en place une véritable politique d'austérité dans la continuité des privatisations et néolibérales des années 80, du monsieur qui était dans le tout sécuritaire, qui n'a récolté que 6%, c'est celui-ci qui est en passe de devenir le président de la République. Mais en même temps, je mets en lumière les contradictions d'un Arnaud Montebourg et d'un Benoît Hamon, parce que ce sont ces gens-là qui ont tout fait pour qu'il devienne Premier ministre. Enfin, Arnaud Montebourg, qui était quand même celui qui disait que entre Valls et l'UMP, il n'y a qu'un pas, d'une part, en 2014, en 2011 pendant les primaires, et qui en 2014 est venu à la télévision féliciter l'accession de Manuel Valls au poste de Premier ministre, pour ensuite le retrouver en tant qu'adversaire aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Oui, ami d'hier, ennemi d'aujourd'hui, enfin voilà. Ça montre qu'il n'y a aucune consistance idéologique, aucune vision, aucun projet politique. Ce parti est en train de mourir. Peut-être, oui. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué la petite nuance importante, c'est qu'il a dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Il en a oublié la primaire. Pour lui, ça va se faire en 2 secondes la primaire. C'est déjà vite gagné. fait, c'est déjà gagné. On verra. Il se voit déjà en haut de l'affiche. Je pense que c'est une bonne chose si Valls gagne. Ce sera l'occasion d'enterrer ce parti une bonne fois pour toutes. Ça sera l'occasion d'enterrer le parti une bonne fois pour toutes si Valls gagne la primaire. Ouais. Intéressant comme analyse. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. 01 40 33 9000, c'est le grand forum, on est là, ils sont en forme, ils s'appellent Ousmane Timera, William Maghrebi, et on est ensemble avec vous jusqu'à 18h pour cette partie interactive. Et on recevra d'ailleurs un humoriste tout à l'heure qui se lance dans un one-man show un peu particulier. Il est 1h30 sur scène à raconter en fait des histoires autour de sa vie, c'est du réel. Il s'est échappé de prison et il le grand forum, on est là, messieurs, dames, avec William Maghrebi, avec Ousmane Timera, bien sûr, pour l'actualité. Parler de l'actualité avec vous, ce grand forum, votre talk de fin d'après-midi, avant de passer à vos avis tranchés, celui de William et de Ousmane, bien sûr, à découvrir dans un instant. Les auditeurs peuvent appeler, bien sûr, pour participer avec nous, au 01 40 33 9000, bien sûr. On recevra donc David Desclos tout à l'heure à 17h. C'est au théâtre du Gymnase, son spectacle. Voilà, vous allez voir ce personnage un peu particulier tout à l'heure à partir de 17h. Les forces gouvernementales syriennes, Ousmane Mouyem, ont donc pris le contrôle de la totalité de la vieille ville d'Alep après le retrait des terroristes. Donc face à la progression de ces troupes du régime au cours de la nuit dernière, l'armée syrienne et ses alliés donc progressent en effet rapidement dans la partie orientale d'Alep, 3 semaines après le début de leur vaste offensive pour reconquérir la totalité de la ville. Et un diplomate américain qui a déclaré que la guerre civile en Syrie était terminée. À quel prix? Je sais pas, moi déjà, avant de parler de cette, de donner, si tu me permets, William, bien sûr. De donner mon opinion sur cet événement-là, parce qu'on en a tellement donné là-dessus, j'aimerais quand même rappeler certaines choses à des personnes qui s'intéressent à cette question-là. La première des choses, c'est que les positions prises que nous prenons en termes d'analyse ne sont pas des positions de croyance.
C'est pas l'opinion que l'analyse que l'on fait sur le plan géopolitique et politique ne doivent pas être mis au niveau de la croyance de quelqu'un qui pourrait aller en enfer ou au paradis. Et donc il faut dépassionner un peu le débat sur ces sujets-là, cesser de rentrer dans des théories de complotisme à deux balles et surtout cesser de demander à prendre parti. Moi pour ma part, je ne suis ni du côté de Bachar el-Assad parce que c'est un dictateur qui a pris les armes contre une partie de sa population, il faut le dire, et la tuerie sans nom de ce qui s'est passé en Syrie, cette guerre civile, il a une lourde responsabilité, et la première à mes yeux, en tant que dirigeant. D'autre part, il ne s'agit pas non plus de prendre parti du côté des États-Unis ou des terroristes ou de ceux qui sont à côté, en tout cas les rebelles et autres, etc. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'amalgamer tout le monde. Il y a des terroristes, il y a des gens comme Daesh qui ont des projets politiques, il y a des infiltrations de la part de l'extérieur, et il y a aussi des partisans rebelles qui se sont soulevés contre un dictateur ou un pouvoir autoritaire qui est celui de Bachar el-Assad. Donc moi, de manière générale, ce que je dis, c'est que d'une part, la Syrie, la guerre civile qui a eu lieu en Syrie marque la fin de l'ONU. Vous allez voir. L'ONU a perdu toute crédibilité sur le plan international. Laisser faire un tel massacre sans que personne ne bouge, alors que le rôle des Nations Unies, c'est de pouvoir éviter ce genre de conflit et de pouvoir établir la paix, marque la fin de cette organisation internationale. C'est comme la Société des Nations, il faut passer à autre chose. D'autre part, ça dit aussi le fait que si la région, les pays arabes, les pays musulmans de manière générale, ne sont pas capables de régler leurs problèmes entre eux en essayant d'établir la paix selon d'ailleurs les valeurs du Coran, qu'ils aiment à réciter à longueur de temps pour justifier leur pouvoir, s'ils ne peuvent pas à un moment donné établir la paix sur le plan géopolitique et stratégique, il ne faut pas qu'ils se plaignent que d'autres personnes interviennent pour imposer leur point de vue. Là, ce qui se passe en Syrie et l'absence d'une hégémonie arabo-musulmane ou arabo-turque ou autre, et d'une rivalité entre les différents pays et différents protagonistes de ces pays. Ce problème aurait pu être réglé depuis très longtemps. On a laissé faire au prix de près de 400 000 personnes mortes et autant d'enfants. C'est dommage, mais bon voilà. Exactement, il faudrait plus prendre position à être du côté des enfants, des victimes de cette guerre. Mais tu disais quelque chose par rapport à l'ONU et je te donne complètement raison. C'est que pour moi effectivement c'est également la fin de l'ONU parce que il me semble qu'il n'y a pas très longtemps on a invité des membres de l'ONU à Genève pour s'exprimer sur ce qui se passait à Alep, et il n'y a pas un seul membre de l'ONU qui est basé en Syrie qui n'est intervenu à l'écran pour dire ce qui se passe. Donc c'est quand même, à mon sens, très 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 significatif de la perte l'ONU que qualifiait le général de Gaulle de machin. Voilà. Hein? Oui, de machin. Et puis il faut pas oublier que l'ONU quand même est née suite à la Seconde Guerre mondiale et des catastrophes qui ont eu lieu. Et donc il s'agissait à un moment d'établir l'égalité entre les peuples, l'égalité entre les nations. On a un Conseil de sécurité qui vote comme il veut, ce qu'il veut, ce sont les véritables maîtres du monde, en bafouant la majorité exprimée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, en laissant place au fond aux grandes puissances, aux intérêts des grandes puissances quant à leur expression, la Russie ou les États-Unis. C'est un manque de sérieux, mais surtout, les pays arabes ont oublié l'importance dans les relations entre nations, la force. Si on n'a pas de force, on peut avoir tous les beaux discours du monde, on se fait écraser. Voilà quelle est la réalité du monde dans lequel on se trouve derrière les paravents de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est de la faute de ces responsables politiques. C'est dommage, parce que il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont mortes parce qu'il y a un monsieur qui refuse de lever ses fesses, excusez-moi le mot, du siège de l'autorité, et c'est Bachar el-Assad. Quand ils ne sont pas capturés, violés, exploités, etc. Parce que ça va laisser des traces. Ouais, ça va laisser de très graves. J'aimerais quand même y apporter quelques nuances à tes propos, Ousmane. Oui. Sur le fait que effectivement tu as raison, sur le fait que Bachar el-Assad est un dictateur, ça on partage tous cette opinion, en tout cas quand on est un minimum averti de ce qui se passe. Cependant, il y a quand même ces rebelles dont tu parles tout à l'heure, qui au départ effectivement se sont levés
pour une juste cause, c'est-à-dire d'essayer de se débarrasser de Bachar al-Assad. C'était de manière pacifique au départ. Oui. Et à l'instar de ce qui s'est passé en Tunisie. Oui. Et tu sais comme moi que ça a vite dérivé avec l'instrumentalisation venue de pays étrangers. On les connaît aujourd'hui, qui ont armé ces fameux rebelles et qui ensuite a découlé sur une extrême violence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a différents groupes terroristes présents en Syrie, l'émergence d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, de tout ce que vous voulez, de l'État islamique, de tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui tue qui. Dans certaines villes en tout cas. En tout cas, des musulmans s'entretuent, ça c'est sûr. C'est clair, au prix, je rappelle comme au départ, d'un fameux contrat de gazoduc. C'était ça le départ. Et gazoduc, Bachar al-Assad normalement devait attribuer au Qatar, en passant par la Turquie et compagnie, sauf qu'il a choisi un autre partenaire, un allié que tout le monde connaît, qui s'appelle l'Iran. Et là, on a profité d'une espèce de déstabilisation pour que Bachar al-Assad puisse être dégagé par la force en y installant un certain nombre de groupes terroristes en Syrie. Tout cela avec l'aide de beaucoup de pays étrangers. 84 nationalités ont été recensées en Syrie quand même, c'est pas rien. Donc voilà. Alors maintenant, Bachar al-Assad, au départ on disait que 6 mois il partirait, 5 ans après il est toujours là. Est-ce qu'il faut ou pas discuter avec lui? Non, mais ça c'est sûr. Voilà. De toute façon, tous quoi. ceux qui sont à l'extérieur de cela, et c'est là où, je dis encore une fois, les pays arabes, les pays musulmans, de manière générale, ils auraient dû à un moment donné, il s'agit pas de prendre parti, il s'agit d'essayer d'établir la paix entre tous ces protagonistes-là. Bon, ça c'est une chose. Quand on veut établir la paix entre des gens, on prend pas les armes. C'est stupide. Donc les rebelles ou ceux qui sont à l'extérieur qui ont pris les armes sont aussi responsables de ce qui s'est passé en Syrie. Quand on veut établir la paix, encore une fois, entre Bachar al-Assad et ses partisans et ceux qui sont contre lui, on prend pas les armes. Quand on prend les armes, c'est participer à la guerre civile et c'est un échec. Donc ça, je prends pas parti. Mais Bachar al-Assad en tant que président de son pays, en tant que représentant de l'autorité, défenseur normalement des frontières, un président qui prend les armes contre son peuple, c'est la déchéance. On rigole pas avec ça. Quelle que soit la situation, mieux vaut il démissionne et il établit des élections que cette boucherie. Parce qu'à la fin, Bachar al-Assad, c'est même pas lui qui a le pouvoir, c'est la Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à un théâtre de l'absurde. On est face à de l'absurde. Avant d'accueillir Karim, je vous apporte une petite info pratique pour les auditeurs qui nous écoutent principalement à Paris, région parisienne, ceux qui empruntent les transports en commun. Le trafic reprend progressivement, nous dit-on, du côté de la gare du Nord. Donc vous allez rentrer chez vous, mais avec beaucoup de retard visiblement. Karim, bonsoir. Il est où Karim? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Karim de Paris. On vous écoute, qu'est-ce qui se passe Karim? Je voulais juste Karim de Paname. Ouais. Par rapport au monsieur qui a donné des analyses au niveau de la Syrie. Le monsieur s'appelle Ousmane Timera. Oui, monsieur Ousmane. Oui, salam alaikum, monsieur Ousmane. Alaikum salam, cher ami. Allah yanawar. Je m'excuse, moi je suis du côté de Bachar al-Assad, et je vois que vous défendez des terroristes qui sont de Nosra et de Daesh, et je sens que... Le mot est fort. Je défends des terroristes. Bachar al-Assad qui a été reçu ici un 14 juillet en tant que président légitime. En 2007. Il n'a pas été un dictateur par rapport au vote, mais là vous êtes du côté, à mon avis, de certains gens qui assassinent, c'est des criminels. Hein. C'est mon point de vue. Vous faites des parallèles quand même assez très courts quand même. Si vous me permettez, ce n'est pas parce qu'on pointe du doigt les conséquences de ces actions à Monsieur Bachar al-Assad que forcément ça signifie qu'on est du côté des terroristes. Enfin, c'est un peu un raccourci de pensée, hein. Il y a une contradiction dans la discussion de Monsieur Ousmane. Attends, laissez-le finir. Il regrette, c'est comme s'il regrette que le peuple syrien, il faut être du peuple syrien. Les gens maintenant, ils respirent, ils disent qu'on est tranquille maintenant. Là, bientôt, ça va être, ils vont reprendre une vie comme ça s'est passé en Algérie pendant 10 ans. Les gens maintenant respirent, ils sont contents. Ah, ils sont contents, ils respirent en Syrie aujourd'hui? Vous êtes sérieux, Karim, quand vous dites ça? Ah, écoutez, en ce moment en Algérie, il n'y a pas des crimes. Non, mais on parle pas de l'Algérie, on parle de la Syrie. Vous êtes sérieux quand vous dites les gens respirent et sont tranquilles en Syrie là, en ce moment? Il suffit de regarder la télévision. Ouais, mais faut changer de chaîne, mon ami Karim. Changer de chaîne parce qu'il y a des milliers de personnes qui continuent à fuir la Syrie. Ousmane, vas-y, réponse, je t'en prie. Non, moi, je comprends ce que vous voulez dire, mon cher ami Karim. En fait, il faut pas avoir de vision binaire. Pointer les injustices des uns et des autres veut pas dire qu'on est pour ou contre l'autre.
C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique menée par Bachar al-Assad que je suis pour les terroristes qui sont contre lui. Je suis pour que les deux dégagent. Je veux que le peuple syrien décide de son destin lui-même. Qu'il y ait, à un moment donné, un peuple qui soit représenté par le représentant, qu'il se décide. Et qu'il y ait de la sécurité, de la stabilité dans ce pays. C'est ce que moi je souhaite. Tous ceux qui ont parti pris là-dedans, qui sont partie prenante dans cette guerre, ont tort, à mes yeux. Bachar al-Assad, le premier, parce que c'est quand même lui le président, et les rebelles qui ont pris des armes pour massacrer, en veux-tu, en voilà, des gens. Tuer quelqu'un, c'est haram, c'est pas normal. Ils se tuent entre eux alors qu'ils ont la même religion, et que leur religion leur dit qu'il est interdit de tuer une âme. Donc les deux, pour moi, iront tous brûler en enfer. Si je m'en tiens à ce que dit le Coran, mais indépendamment j'exagère quand je fais de la provocation théologique, mais pour revenir, on règle le problème politiquement. Politiquement, on établit quand même qu'il y a des faits. Bachar al-Assad a pris les armes contre son peuple. Quand bien même il y a des rebelles qui ont pris des armes, on sait comment les conflits ont commencé. Dire que Bachar al-Assad a pris les armes contre son peuple, ça n'est pas normal, ça n'est pas dédouaner les rebelles qui sont en face, parce que aussi ce sont des criminels. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Il s'agit de prendre le parti pour la justice. La justice, il n'y a que le bon Dieu qui peut le faire. Le bon Dieu nous a demandé de le faire ici, mon ami. Et donc pour moi, Bachar al-Assad, Al-Qaïda sont tous à être jugés et à jeter en prison pour les crimes qu'ils ont commis. Et on laisse la population syrienne se choisir son destin. Mais ça, c'est à condition qu'on le veuille bien. Or, on ne veut pas, parce qu'il y a des intérêts qui sont à protéger là-bas. Voilà Karim, merci pour votre appel en tout cas. Bon, merci beaucoup, cher Karim. Je vous invite à changer de chaîne de télé parce que là visiblement. Non mais peut-être c'est son opinion. La limite. Non, il y a une opinion. Après, il y a des faits qu'on peut pas contredire quand même. De dire que les Syriens vivent tranquilles et qu'ils commencent à respirer, il faut arrêter le délire quand même. Quand on laisse l'armée russe bombarder des hôpitaux, oui, c'est navré. Ou les rebelles aussi qui ont bombardé un hôpital à Alep hier. Donc voilà, ce sont. Il faut sortir de l'esprit binaire. Oui, voilà, c'est soit t'es d'un côté, soit t'es de l'autre. Il faut chercher où est la vérité, où est la justice, et surtout la sécurité pour tout le monde. Exactement. Alors je précise que François Hollande, qui est toujours président de la France, dans un communiqué publié ce matin, François Hollande a dénoncé l'obstruction systématique de la Russie dans ce dossier syrien. Réaction bien sûr au veto posé à l'ONU par Moscou et Pékin qui avait fait échouer la trêve pour Alep, ce cessez-le-feu que continuent de réclamer les rebelles ce matin. Et puis tiens, une petite information que nous est rapportée par l'agence syrienne Sana qui l'a annoncé, des missiles israéliens auraient frappé à l'aube les environs de la base litée de Malzé, c'était à la périphérie de Damas. Une attaque qui n'aurait pas fait de victimes. Donc vous voyez que tout le monde s'y met maintenant. Tout le monde frappe en Syrie, c'est devenu no man's land. Tous les pays peuvent intervenir quand ils veulent. Les Turcs, les Israéliens, tout le monde quoi. La Russie bien sûr, allié indéfectible de Bachar al-Assad. Voilà, on en est aujourd'hui en Syrie. Après on entend des auditeurs qui nous disent qu'ils vivent tranquilles. Moi ça m'échappe un peu quand même. Allez, on va, si vous le voulez bien, maintenant passer à vos avis tranchés, messieurs Ousmane et madame William Maghrebi. On y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon cher Ousmane, tu ne me contrediras pas quand je te dis que la galanterie oblige que ce soit William qui commence. Écoute, j'y pensais. Bon, alors ma chère William, nous t'écoutons sur ton fameux yeux bleu marine. Dans les yeux bleu marine. Je suis un nourrisson de 8 mois et comme tous les bébés, je suis anxieux à la vision d'un inconnu à l'apparence non familière. En grandissant, mes parents ne me soutiennent pas pour intégrer dans mon microcosme de nouvelles personnes. Ils ne sont pas bienveillants vis-à-vis de l'autre, de tous les autres qui ne sont pas comme eux. Ils ne m'apprennent pas la tolérance, parce que ce n'est pas inné. Je ne suis pas venue au monde avec cette qualité. Mais ce n'était pas leur priorité, plus préoccupés par Marine et leur vie de grand que par mon devenir d'homme plein d'humanité. Je suis un enfant de 10 ans, et mon identité, dans mon école privée, est en train de se construire sur la ressemblance et l'imitation de ceux qui, comme ma tête blonde, sont aux idées bien tranchées. N'en déplaise, ici les pains au chocolat se dégustent sans exception chaque jour de l'année. Maman me l'a dit, je serai comme papa, un homme hostile envers les étrangers. Je suis en bon chemin puisque je refuse la différence et la nouveauté.
Je suis devenue un ado à la personnalité fragile, toute puissante, immortelle et infaillible. Mais je suis aussi un phobique du changement. Je n'aime que les gens de mon village, de ma lignée. Je n'aime pas celui dans les yeux duquel je ne reconnais pas mon reflet. J'ai besoin de similitude et de réciprocité. Je ne la trouve pas dans des visages pourpres ou basanés. J'ai besoin de me protéger en permanence contre ce nouveau monde que je juge dangereux, différent de celui que je souhaitais. Je n'aime pas être déstabilisée par le différent. On ne m'a pas appris à intérioriser et gérer ces races nouvelles. Alors j'ai le droit de les rejeter avant même de leur avoir parlé. Je n'ai rien à gagner à les connaître. Je suis raciste, mais pas taré. Je vais au front tel un Superman, un super-héros qui nous sauvera tous de tous ces envahisseurs et imposera ma nationale vérité. Et puis un jour, je deviendrai un adulte avec ma propre TV, rythmée au flash info de BFM TV. Poison mental, elle joue bien son rôle, attire mon attention et déforme la perception de mon monde en zoomant sur les drames, les meurtres et toutes les dangerosités. Elle engendre en moi, à coups de suspense, de musique dramatique, peur et anxiété. Et c'est bien connu, après je ne sais plus raisonner. Mais je suis là, moi, le pur sang bleu et blanc de descendance avérée. Je vais me battre et les abattre pour mettre de l'ordre dans toute cette insécurité. Ma fin de haine justifie mes moyens, à coups de coudes, d'insultes, de débats faussement pronostiqués ou de têtes de porc sur leur palier exposés en trophée. Je suis un xénophobe assumé. J'éructe, je menace et insulte, et oui, j'ai bien 1000 explications pour justifier mon attitude et mon agressivité. Sarko le disait, si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Papa m'a appris à vous envoyer valser, à rester sur mes positions et à ne jamais en déroger. Mais pas question d'accepter les reproches des autres qui m'attaquent, parce que je ne veux pas les aimer. Je nous aime, nous, et c'est déjà bien assez pour mon petit cœur étriqué. Je stigmatise, généralise, sans culpabilité. Je suis un être parfait, et tant pis s'ils disent que je ne fais que projeter loin de moi sur l'étranger ce que je ne parviens pas à accepter, à savoir ma propre violence, mes jalousies et mes préjugés. Je me fiche que ce soit des boucs émissaires, puisque les moutons, de toute façon, ils savent bien les égorger. Et si j'essuie la noirceur de mon cœur sur ces Soudanais, après tout, ils sont noirs, rien ne viendra plus les salir et les stigmatiser. Je suis un raciste comme des milliers de Français. Et tant pis, c'est au fond de moi, je ne suis pas heureux et ne le serai jamais. Du moment que je fais comme papa, il a su si bien m'éduquer. En immersion donc dans la peau d'un personnage raciste. Mon cher Ousmane, ça t'évoque quoi? C'est joliment écrit, joliment mis en image, merci. Ça fait du bien de... Moi j'aime bien la belle plume et la belle parole, je suis très sensible au verbe. Et il est vrai que... Il y a du level, hein. Il y a du level. Et cette année il y a du level, mon ami. Ah ouais. Moi je viens comme ça avec mes chroniques improvisées comme ça. Il y a des personnes qui prennent le temps de préparer, c'est bien préparé. Merci. Alors on prépare bien parce qu'on sait qu'on va être en compagnie de Ousmane Timéra. Donc n'en fais pas trop. Pas trop quand même. Mon ego risque de gonfler un peu trop. Mais en tout cas merci. Et c'est très intéressant parce que ça décrit, je pense, assez bien un peu l'imaginaire, ou en tout cas l'absurdité de la vision de l'extrême droite identitaire, où on estime que pour retrouver la grandeur d'une nation qui perd ses repères, il faut se concentrer sur ses racines, se concentrer sur sa couleur de peau, se concentrer sur sa spécificité. Au fond, croire en l'illusion que ce pays est le fruit de soi seul, à l'exclusion des autres, ce qui est le précipice vers lequel, en tout cas, on peut précipiter un pays. À savoir qu'un pays n'est jamais le fruit d'une seule identité, d'une seule racine. C'est pas vrai. Mais c'est la peur, et c'est aussi l'oubli, et c'est aussi le manque de caractère et de force qui fait croire cela. Donc merci pour cette belle intervention. Vous allez pouvoir réagir à tout ça dans un instant au 01 40 33 9000, mais auparavant nous allons écouter celui de Ousmane Timéra, l'avis tranché d'Ousmane. Il va nous parler de Hollande, faire un peu le bilan, hein, si j'ai bien compris. Oui, en fait... petite analyse. Une petite analyse, parce qu'au fond, une profonde analyse, je l'espère, mais je vais essayer de condenser mon propos. Je pense qu'il faut pas aller, il faut regarder les choses au-delà des événements. Ce que dit François Hollande est de son retrait pathétique. C'est pathétique. Alors moi j'ai rencontré François Hollande lors de la campagne présidentielle, et je me souviens quand je l'ai vu, il s'était assis à côté de moi.
J'ai vu les gens qui s'agglutinaient autour de lui pour lui glisser quelques mots à droite à gauche. C'était dans le cadre des mouvements des associations de banlieue qui avaient participé et les acteurs de banlieue des quartiers populaires qui avaient participé à sa campagne. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu assis comme ça, comme un mannequin silencieux. J'ai dit à la femme du maire de ma ville, je disais qu'il sera pas à la hauteur. Alors que j'avais appelé à voter pour lui. Mais moi, j'ai voté ensuite pour Mélenchon. Bref, j'ai dit qu'il sera pas à la hauteur parce qu'on voit qu'il fait semblant et qu'il a pas de conviction. Elle m'avait dit non, ne dis surtout pas ça, tu vas faire paniquer les gens et tout, etc. J'ai dit pourtant, tu verras. Et malheureusement, je me suis pas trompé. Je dis malheureusement pour la France. Parce que c'est vraiment dommage que on s'en sorte qu'on sorte de la sorte. Mais ça en dit long sur le Parti socialiste. Eh ben, tu vas nous en dire plus dans un instant. Ah, c'est la pub. Bah oui, mon ami, c'est la pub. Très bien. Bon, attendez alors. Tu teases un petit peu, tu vois. On va passer de 1914 à aujourd'hui. Waouh. Ah ouais, carrément. Mais en 2-3 mots, vous inquiétez pas. Ah oui, quand même, tu m'as fait peur là. Parce qu'il y a David Desclos qui attend aussi, notre invité à 17h. Et puis après, on va pouvoir parler avec vous évidemment de toute cette actualité politique française finalement. Valls, Hollande, Macron, tout ça évidemment, ça apparaît dans l'actualité en ce moment. Ça occupe bien les médias. Bienvenue à tous. Et il y a même des sondages d'ailleurs qui disent que aucun de ces trois que j'ai cités là, Valls, Macron, Montebourg ne sortira vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle. C'est déjà tout joué apparemment pour les médias. C'est Marine, Fillon. Voilà. À tout de suite. Sauf que les sondages, malheureusement, ils nous ont. On les a bien trompés là. Il y a quelques temps quand même. Ils se sont trompés. Ah oui, beaucoup. C'est le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ousmane Timéra et Ouem Maghrebi qui sont avec nous aujourd'hui pour évidemment parler actu avec vous, échanger, débattre ensemble au 01 40 33 9000 avant de recevoir notre invité qui propose un spectacle retour à la maison d'arrêt au théâtre du Gymnase, David Desclos qui sera avec nous dans un instant. On va écouter l'avis tranché donc de Ousmane Timéra. Une analyse donc qu'il va nous livrer sur François Hollande, le Parti socialiste de manière générale. J'ai dit ce que j'ai dit sur François Hollande. François Hollande au fond est le fils d'une époque, même si on connaît sa faiblesse de caractère et de vue. Le monsieur n'a pas de vision et n'avait pas de projet dès le départ. Mais c'est le Parti socialiste en entier qui n'en avait point. Et au fond, cela rappelle la longue histoire de ce parti qui est l'un des partis les plus anciens de France, qui dès 1914 a commencé la longue litanie de ses trahisons. En 1914, après l'assassinat de Jean Jaurès qui était contre la Première Guerre mondiale, le Parti socialiste vote pour la guerre. Sous Pétain après le Front populaire, ou plutôt sous majorité du Front populaire, l'Assemblée nationale va donner les pleins pouvoirs à Pétain. N'oublions pas que ce même Front populaire va non seulement va délaisser les partis démocrates socialistes face à la dictature franquiste, mais nous savons aussi, et c'est l'histoire de France qui nous le montre, que ce même parti de gauche ou socialiste a voté et a agi et a été pour les tortures et a été pour la guerre en Algérie. Donc c'est quand même une longue histoire de trahison où à chaque fois que l'occasion s'est présentée de choisir entre les puissances de l'argent et les puissances militaires et les classes populaires et les pauvres et les plus faibles, le Parti socialiste a toujours pris le parti de la finance ou de ceux contre qui normalement il était censé lutter. Et il en va de même depuis les années 80, où il ne s'agit plus ici de guerre mondiale ou d'antisémitisme ou de nazisme ou d'envahissement militaire. Il s'agit tout simplement d'une offensive économique anglo-saxonne qui a commencé avec Nixon en 1971, lorsqu'il fait en sorte que le dollar et l'or soient complètement séparés, ce qui met en place une instabilité de l'ensemble des économies de la planète, et que commence une phase du néolibéralisme que nous rencontrons aujourd'hui, et que en 1983, avec la politique de la rigueur et de l'austérité, et après 86 et 88 notamment avec la réélection de François Mitterrand, la gauche va rentrer dans une phase néolibérale de privatisation et de bazardage de tous les biens, en tout cas de la plupart des biens de l'État, de sorte qu'on affaiblit l'État, que l'État ne peut plus jouer son rôle de protection sociale, que la gauche se détourne des classes populaires, et surtout, tout en disant qu'elle protège ces classes populaires. Contrairement à ce qui s'est passé en Allemagne avec la SPD, qui avait clairement dit qu'elle était pour l'économie de marché, la gauche française n'a jamais
établi un débat clair sur ce sujet, a toujours fait semblant d'aller dans le sens des prolétaires, tout en prenant et en agissant dans le sens des politiques de droite néolibérales. Lionel Jospin l'a dit lui-même, ça n'est pas une politique de gauche que je fais, nous connaissons la triste fin qu'il a eue et pathétique. Sauf que François Hollande n'a même pas résisté, lui. Il a clairement choisi de faire le programme de Nicolas Sarkozy. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et au fond, c'est la fin du Parti socialiste, parce que ce parti n'a jamais eu une vision, un courage clair de lutter contre le mouvement néolibéral, est parti dans le sens de l'actionnariat, a cédé aux pressions du patronat dans une situation qui fait qu'aujourd'hui les travailleurs travaillent tout en étant pauvres. Dans une telle politique, un Manuel Valls et la continuité de ces trahisons du Parti socialiste, Emmanuel Macron, malgré toute la sympathie que j'ai pour le monsieur, il continue cette politique néolibérale. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec les mêmes. Emmanuel Macron était dans la commission Jacques Attali qui avait été instaurée par Sarkozy. Monsieur Jouyet, qui est le secrétaire général de l'Élysée aujourd'hui sous François Hollande, était ministre du Nicolas Sarkozy sous son mandat. Donc, cela sous-entend, et je finis là-dessus, cela veut dire tout simplement que le Parti socialiste n'a pas d'extrême gauche, elle a une extrême droite, dans le sens où elle mène la même politique que la droite filloniste, sarkozyste et autres, de telle sorte que, dans ce désarroi, on ne peut avoir que l'identité comme refuge, que le sécuritaire comme politique de protection, et l'uniforme quand on n'a plus d'égalité. Dans ces cas-là, la meilleure cohérence du parti social-libéral et du parti de droite libérale, c'est l'extrême droite. D'où le fait qu'ils ne peuvent pas lutter contre l'extrême droite. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un espoir ? J'en parlerai tout à l'heure dans mon coup de cœur. Mais cela dit, il faut un nouveau courant politique, idéologique et philosophique. Il faut autre chose. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler. Ma chère William, petite réaction, est-ce que nous dire alors je trouve c'est extrêmement pertinent. D'ailleurs, je pense que ce serait vraiment bien que nos enfants, que nos adolescents puissent en connaître un petit peu plus sur l'histoire des partis, parce que je pense pas que ça soit particulièrement enseigné dans les collèges et les lycées. Simplement, moi, quand tu dis que c'est la fin du Parti socialiste, moi je propose une chose. Alors puisque ça sera repris, je pense qu'il faudrait faire peut-être comme, et peut-être que c'est ce qu'ils feront, comme les Républicains, donner un nouveau nom au Parti socialiste s'ils n'ont plus rien de social. Mais si tu changes juste le nom et que tu changes pas le reste. C'est une façon c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. C'est une façon de mettre du nouveau, voilà. Mais en gardant. Ils feront 7% dans les élections et puis on les enterrera dans l'histoire. D'autres générations viendront. Mais c'est ce qui va venir. C'est ce qui va venir. Qu'est-ce qui va venir? C'est ça la question. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, ma chère William propose de changer le nom. Voilà. C'est ça. Moi, j'aimerais changer le fond. Oui. Ah, le fond, j'ai pas d'illusion. Ah bon? Non, faut changer. On reprend le fond. la même et il faut mettre ça à la poubelle et puis sortir quelque chose de plus neuf. Bon, alors, en tout cas, on verra et je précise aux auditeurs qu'on aura, j'allais dire, quelques-uns des ténors de cette gauche dont Ousmane nous parle en interview avant probablement la primaire et surtout pendant la campagne électorale. On entend aussi aller rencontrer ces personnes qui se présentent au pouvoir, parce que c'est vrai qu'ils viennent très peu, ils acceptent très peu, pour dire la vérité, de parler à une certaine catégorie de population. Ils aiment bien s'en servir lorsqu'on est en campagne, mais pour plutôt les stigmatiser. Mais quand il s'agit de venir les rassurer ou surtout de leur parler, de les écouter, là il y a un peu plus d'absents. Donc on va essayer quand même de les confronter, de les contacter. Je vous cache pas qu'on va tous les contacter, sauf une que moi je refuse. Et là on est en accord parfait avec le responsable de la radio, Tarek Mami, sur le fait que je n'inviterai pas Marine Le Pen. Sinon tous les autres seront invités, y compris François Fillon. Y a pas de raison. Voilà. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, à notre invité maintenant, et c'est monsieur David Desclos qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va changer de registre, quitter le Parti Socialiste, quitter François Hollande. On va aller du côté d'un spectacle qui se joue en ce moment du côté du théâtre du Gymnase. C'est en rapport avec la maison d'arrêt, puisque vous êtes David Desclos. Oui. Vous avez été en prison pendant un certain nombre d'années. Vous êtes un ancien braqueur de banque. Alors, vous précisez d'ailleurs sans violence. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop quand on dit braqueur, c'est plus cambrioleur. J'ai cambriolé les banques la nuit sans armes, sans violence, parce que j'étais contre la violence. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme.
Et voilà, donc j'ai changé de vie maintenant. J'ai fait 10 ans de prison. Et en prison, j'ai eu l'idée de venir raconter tout ça sous forme d'humour, mais avec beaucoup de messages pour essayer de sauver justement ces jeunes qui tombent dans cette délinquance. Et mon message premier, c'est de dire que on gâche notre intelligence. On gâche notre intelligence et on perd notre temps dans ce monde, et on a mieux à faire dans le monde honnête, quoi. Alors, vous parlez de cette cavale puisque vous êtes évadé de prison en fait. Voilà, ouais, évadé plus justement pendant un transfert. Ils ont voulu me transférer et ils ont fait une grosse bouffe. Enfin voilà, j'ai réussi à m'évader pendant un transfert, et donc j'ai fait une longue cavale, et donc tout ça je le raconte sur scène. Je raconte comment je me suis évadé, je raconte ma longue cavale, et je raconte après les années de maison d'arrêt, parce que c'est très très rare qu'une cavale tienne très longtemps, quoi. Arrive un moment où on se retrouve en prison, et donc je raconte ces années de maison d'arrêt, cette lutte pour montrer que j'étais pas irrécupérable malgré mon long casier judiciaire. J'étais multi récidiviste, et donc il a fallu ça a été une longue bataille pour montrer que j'étais pas irrécupérable. Et vous avez décidé donc d'en faire un spectacle pendant 1h30 sur scène au théâtre du Gymnase. Vous parlez justement de votre histoire, de votre vécu, et au travers de messages plutôt assez drôles. Voilà, c'est ça. Il y a des messages drôles, pas que drôles, hein. Bon, pendant 1h30, les gens rigolent, passent un bon moment, parce que j'apporte tout ça sous forme de dérision. J'ai pas beaucoup à me forcer, par exemple, parce que pour l'évasion, les flics ont fait tellement de belles erreurs que je me sers de ça. Donc les gens rigolent, même ce qui se passe en maison d'arrêt. Je le tourne en dérision parce que j'ai pas voulu faire comme ce qui a toujours été fait en prison. C'est vrai que c'est l'enfer, la prison, mais les reportages sur l'enfer de la prison, on en a soufflé, on sait que c'est l'enfer. Moi, j'ai voulu venir décrire les côtés drôles de la prison, pendant toute mon incarcération, je me promenais avec un calepin, et dès que je voyais quelque chose qui aurait pu paraître glauque ou l'enfer, moi je le tourne. Je disais non, ça peut faire rire. Et je me suis pas trompé, parce que les gens rigolent pendant 1 heure, quoi. Ils sont là, ils trouvent, tout le monde me dit que l'idée est bonne, quoi. C'est un moyen de se réinsérer dans la société, David Desclos, que de faire ce spectacle. Oui, se réinsérer, ça c'est une première chose, mais surtout, je reviens sur surtout un moyen d'apporter beaucoup de messages. Beaucoup de messages, parce que on m'a dit, quand je raconte mon parcours, beaucoup tout le monde me dit écris un livre, mais je voulais pas faire comme tous ces bandits qui après même si je les félicite, hein, c'est très très bien ce qu'ils font, mais je voulais pas être un ultime bandit, un de plus qui écrit un livre après son parcours. Ce que je dis souvent dans la promo de mon spectacle, c'est que ça a été fait dans le cinéma, la littérature, le rap, mais sous forme de one-man show. Je suis le premier à le faire, et donc j'espère à travers ça toucher un public encore voilà, ceux qui ne peuvent pas lire, qui aiment pas lire par exemple, ou ceux qui aiment pas le rap, ou ceux qui aiment pas trop le cinéma, voilà, qui viennent sous forme de one-man show, sous forme de rigolade, de dérision. C'est du vrai à 100%, mais voilà, donc c'est pour me réinsérer, mais aussi pour envoyer du message, pour expliquer comment on peut en arriver là, comment on sombre dans cette haute délinquance, et comment justement on peut faire pour s'en sortir, parce que on n'est pas irrécupérable. Les politiciens récupèrent ça en disant ils sont irrécupérables et multirécidivistes, il faut limite rouvrir le bagne de Cayenne, les condamner comme à l'époque à 20 ans ou 30 ans. Je dis non, il n'y a pas besoin. Derrière chaque délinquant, il y a quelque chose à faire, et ils sont pas irrécupérables. Il faut savoir leur parler, il faut savoir. Il y a tout un travail, certes, hein, mais ils sont pas irrécupérables. Et je rends hommage surtout aussi aux victimes, parce que voilà, je ne veux pas faire l'apologie du crime. J'envoie les messages, mais je rends aussi hommage aux victimes, à tous ceux qui ont été victimes de toutes sortes de victimes, quoi. Vous voyez. Donc, est-ce que vous regrettez cette période? J'ai envie de dire que non, parce que j'ai pas de sang sur les mains. Je viens d'un quartier très pauvre où on a grandi là dans ce domaine. Voilà, on a grandi là-dedans. On a essayé de s'en sortir. On pensait que la seule façon de s'en sortir, c'était la malhonnêteté. On était les gavroches du quartier, hein, les gavroches on allait voler pour manger, pour s'habiller, et donc je peux pas regretter, parce que ça m'a appris la débrouille, ça m'a appris la vie, ça m'a appris, et puis c'est ce que je suis maintenant, à l'heure de l'homme que je suis est fait comme ça. Donc je peux pas regretter. Je dis juste que je suis surtout content d'avoir compris ce que j'ai compris
attends quoi. J'aurais regretté si par exemple j'aurais fait ça, cette idée-là à 80 balais ou 70 ans ou quoi. Je suis encore jeune, donc c'est un parcours. Voilà, j'en suis pas fier. Je suis pas fier de certaines choses. Voler, c'est pas beau, je le dis. Mais comme j'ai essayé de voler l'État, les banques et non pas les particuliers, j'ai essayé d'être entre guillemets un voleur propre. Je ne regrette pas. Ça a été fait. J'ai payé. J'ai fait suffisamment de prison, je pense, pour dire que j'ai payé. Et maintenant, je veux me servir de ce parcours pour apporter un message à toute cette jeunesse, toute cette jeunesse qui se gâche dans cette délinquance, pour montrer aux gens que il y a vraiment quelque chose à faire avec cette jeunesse dans les quartiers, dans les trucs. Au lieu de les condamner lourdement, servez-vous-en. Envoyez des hackers qui sont condamnés parce qu'ils ont falsifié des cartes bancaires ou quoi. Ok, il faut les condamner, mais il faut les condamner justement. Mais après servez-vous-en, employez-les, il faut leur donner des emplois dans notre société, dans le truc. Il y a un vivier dans les quartiers, vous l'avez vu dans le rap, vous le voyez dans le cinéma, vous le voyez mais dans tous les domaines, il y a un vivier, il faut leur donner leur chance. Quand je sais que je suis long, mais j'ai un dernier message, c'est que vous voyez par exemple des braqueurs qui braquent ou des mecs violents ou quoi, on les prend, on les condamne très lourdement. Moi je dis qu'il faut les condamner justement. Mais après servez-vous-en. Ils aiment bien braquer, ils aiment bien les armes. Mettez-les dans l'armée, servez-vous-en. Qui a compris ça? C'est Daesh et tout ça, les terroristes. Ils vont dans les prisons, ils vont chercher dans les prisons leur main d'œuvre et tout ça. L'État français devrait faire pareil. Il devrait aller chercher dans les prisons, s'en servir, ne pas les condamner trop lourdement pour ensuite qu'ils soient exclus de la société et ils ont après tellement de haine contre la société qu'ils sont irrécupérables. Et donc non, il y a des cerveaux dans nos quartiers, il y a des cerveaux, il y a des mecs, il y a des courageux, il y a des mecs qui ont du culot, il y a de tout dans nos quartiers. Et c'est ce message-là que je veux dire. Une petite question peut-être de Ousmane Timera et de Wiem Maghrebi qui sont avec moi en plateau. Est-ce que ça vous donne envie d'aller au spectacle d'abord? Alors moi, plus qu'une question, je ferai plus une petite constatation, une petite analyse de ce que j'ai pu entendre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un homme, c'est quelqu'un qui a sublimé sa souffrance et son mal-être pour en faire un art. Pour moi, ce que fait David Declos dans son one man show, c'est purement ce qu'on appelle en psychologie la résilience. C'est-à-dire qu'il a dépassé sa souffrance et son mal-être pour apporter un message et faire quelque chose en fait de ses difficultés. Donc pour moi, à mon sens, il est en train chaque soir d'être dans de la thérapie. Il est purement dans de la psycho et de l'art thérapie. Donc moi effectivement j'encourage toute personne qui a envie de faire passer un message d'espoir et d'optimisme de par son parcours à aller le voir, ou en tout cas à faire comme ce qu'il a pu le faire lui, témoigner. C'est tous les mercredis soirs au Théâtre du Gymnase, c'est ça? Voilà, tous les mercredis soirs, 21h30 au Théâtre du Gymnase, tout en haut au-dessus du restaurant, la salle du Sceaux Gymnase. Et c'est jusqu'à la fin de l'année. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grosse production, Merapi Group qui est en train de me signer, qui me signe. Et ils sont en train de s'orienter, ça va être soit le Palais des Glaces ou l'Apollo Théâtre. Ils veulent me changer de salle, me envoyer ça encore plus loin, quoi, parce qu'ils sont venus, ils sont tombés, sous le charme du spectacle et des messages et tout. Et c'est quand même mieux que la prison, non, voilà. David? C'est quand même mieux que la prison, quand même, non? Ah, mais carrément. Il n'y a pas de mots pour définir. J'ai l'impression d'être le phénix qui renaît de ses cendres, quoi. Il y a quelques temps, j'étais au fond du trou et on donnait pas cher de ma peau, et là, je suis en train de renaître et c'est carrément mieux. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde dans tous les domaines, que c'est pas que le théâtre ou tout. Tous ces jeunes qui pensent que c'est foutu, non, allez-y, croquez dedans, croquez. Ne jamais laisser tomber ses rêves, Ousmane, finalement. Voilà. Oui. Moi, je suis dubitatif quand même. Ah. Oui, je suis assez dubitatif. Pourquoi? D'une part, je trouve que c'est une bonne chose pour tout être humain, quel que soit le type de faute que l'on fait, il y a toujours un après, et on ne doit pas être condamné et maudit à tout jamais pour une faute qu'on aurait fait à un moment donné de sa vie. C'est vrai dans tous les domaines, et que la société nous condamne ou pas, la société en tous les cas doit prendre en ligne de compte le fait qu'un être humain ne se fiche pas dans un acte particulier.
Ça, c'est un premier point. Donc, je suis pour le fait qu'on ne condamne pas les gens moralement, définitivement, à tout jamais pour un acte qu'ils ont commis, et leur donner la possibilité de la réparation de leur acte et de la sublimation à travers la réalisation de soi dans n'importe quel domaine qui nous intéresse. Ça, c'est d'une part. Mais voilà, quand monsieur nous dit qu'il regrette pas et que sinon ce serait une manière de renier ce qu'il est aujourd'hui, je trouve que non. Je pense que regretter un acte commis hors la loi et qui est moralement répréhensible, c'est un acte de courage. C'est un acte vraiment de réparation et de résiliation en soi et pour les autres. Et que on ne peut pas d'un côté dire que ces actes-là ne sont pas bons, et effectivement vous avez raison de le pointer, que c'est une perte de temps, et c'est surtout une démolition de son âme et de son esprit et de sa relation et de sa position sociale, de son rôle dans la société d'une part, et d'un autre côté dire que au fond je regrette pas. Donc ça me dérange. Voilà. C'est parce qu'on s'est mal compris. Quand on m'a demandé si je regrettais, ma vie, mon passé. On n'a pas appuyé sur les actes volés. On parle voler, c'est voler. Même si vous volez l'État, l'État c'est nous. C'est toujours l'argent des gens. Donc, vous pouvez pas dire non, moi j'ai les mains propres parce que j'ai volé. Je suis un voleur propre parce que j'ai volé l'État. C'est pas. Mais est-ce que la question c'est est-ce que je dois regretter d'avoir quand j'étais j'étais très très pauvre et peut-être inculte et pas mature et pas intelligent, est-ce que je dois regretter pour m'être débrouillé, pour m'être sorti du quartier dans lequel j'étais, oui, bien sûr, vous devez ou manger, parce que voilà, est-ce que je dois regretter de m'être débrouillé, d'avoir volé pour manger? C'est pas se débrouiller, ça, monsieur. C'est débrouiller, ça n'est pas voler, justement. Quand on vole, on se débrouille pas. On va vers la facilité. Oui. Je comprends ce que vous voulez dire, hein, mais voilà, c'est là où je dis, je suis dubitatif. Il faut avoir le spectacle. Donc, oui, moi allons-y, mais là je suis pas du tout sur le spectacle. Le spectacle, bah oui, mais il le fait, c'est ce qu'il en dit, c'est ce qu'il en a dit et ce qu'il en tire comme leçon. La première partie, j'ai indiqué ce que je pensais de manière générale. Moi, j'aime pas réagir sur des faits concrets. Le fait concret doit me servir pour tirer une leçon générale. Donc, dans votre parcours, il y a quelque chose de bien et de beau. Et je vous y encourage et je m'encourage là-dedans parce que je suis sans doute le premier aussi à faire des erreurs dans ma vie, même si c'est pas répréhensible au niveau de la loi. Mais ce que je veux dire, c'est ce côté-là un peu de je justifie. C'est pas parce que effectivement on était pauvre, même si il y avait des raisons dans votre acte. Hein, il faut comprendre les intentions qu'il y a derrière les actes. Ça, les circonstances atténuantes, on dira en termes juridiques. Ouais. Mais voilà, il n'empêche que les circonstances atténuantes ne justifient pas l'acte. Elles peuvent pas justifier. On peut pas dire j'étais un voleur propre. Pas possible. C'est antithétique. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Le voleur propre a choqué Ousmane. Non, ça m'a pas choqué, je nuance juste parce qu'il y a des personnes qui nous entendent. Oui, bien sûr. Parce que je le connais, moi j'ai grandi à la Goutte d'Or au 18e arrondissement. Je connais par cœur ce propos. Ouais. J'en connais plein à un moment donné, des petits gars, tu leur dis mais frère, va bosser. Non, tu comprends pas, c'est dur, ma mère, mon père, c'est bon, arrête. On a tous souffert. Nous tous, c'est la galère. Pourtant, il y a des gens qui ont choisi les études, dont on choisit la drogue. Et on sait comment ils ont fini. Et même parmi mes cousins et d'autres personnes, hein, je leur donne des conseils à chaque fois et ils me sortent des histoires farfelues, genre Ousmane, toi tu sais pas, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Ton père, il est venu en France, il avait pas de papier. Il s'est débrouillé, il a gagné sa vie honnêtement, il a pas vendu de drogue. Toi, t'es né en France, t'as toutes les capacités et tu vas voler? C'est à eux que je m'adresse. Mais vous, j'admire votre résilience. J'espère que nous en ferons autant pour ce pays. Voilà, c'est mon propos. En tout cas, il pose une question qui est quand même importante, je trouve. C'est la question est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Ah bon, moi je dis on a le droit de rire de tout, il y a pas de souci, il fait ce qu'il veut de toute façon. Mais pas avec n'importe qui. Je dirais même pas ça. Oui. Non, mais, David. En tout cas, David. Chacun fait. J'espère que je vous ai pas vexé, hein, David. Hein, mais voilà, c'est avec beaucoup d'affection. Je vous encourage dans cette voie. Mais c'est l'enseignement général que je tire de votre propos qui touche d'autres personnes. Voilà. En tout cas, allez voir et encourager au théâtre du Gymnase. Donc tous les mercredis soirs à 21h30. Voilà. Et 21h30 tous les mercredis 21h30. Et voilà. Après, il y a les messages. Je comprends. Il y a un quiproquo. Voilà.
on est à peu près sur la même longueur d'onde parce que moi je sais pas, mais je me dis j'arrive pas à dire que je dois regretter ma vie. Les actes en eux-mêmes, je le dis dans mon spectacle, je suis le premier à le dire dans mon spectacle, que quand je volais, à l'époque où je volais, j'étais qu'un jeune imbécile qui pensait que... Oui, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs au début. Que comme ça. Donc... en tout cas, il faut se faire ça. Pour comprendre. Exactement, il faut se faire sa propre opinion et on va venir. D'ailleurs, j'ai des invitations à offrir aux auditeurs. Donc, voilà. David Declos, donc tous les mercredis soirs au théâtre du Gymnase. En attendant, la grande salle, visiblement, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Bon courage à vous, David. Bon courage à vous et bon spectacle. Merci. Merci à vous. Merci bien, merci. Au revoir. Voilà. Bon, écoutez, j'aime bien quand même le truc, le fait de servir d'une période quand même assez sombre, difficile, même si tant est que t'as eu raison, Ousmane. C'est une leçon de toute façon pour tout le monde. Hein. Voilà, en tout cas, allez voir, encourager, parce que je pense que ça vaut le coup aujourd'hui. Voilà, il s'est refait une vie, j'allais dire normale. Il a épousé une charmante demoiselle, une charmante femme, et il fait donc de cette activité illicite de l'époque. Aujourd'hui, il en a fait un art, donc au travers de ce spectacle. Allez, dans un instant, on va revenir à la dure réalité de la politique française, Valls et compagnie. À tout de suite avec vos appels en direct et les coups de cœur aussi à suivre. Ça passe très vite quand on est bien accompagné, vous trouvez pas? Effectivement. Absolument, à tout de suite. Le grand forum avec William Maghrebi et avec Ousmane Timéra sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. On va parler un peu d'actu, accueillir nos auditeurs qui sont très nombreux là, qui attendent pour pouvoir donner leur avis au 01 40 33 9000. Mais ça, vous savez que le mercredi, les deux rendez-vous classiques d'un mercredi pour un homme politique en France, c'est quoi? Vous le savez ou pas? Absolument pas. Ah bon? Non. Ah bah ça commence le matin avec radio le Conseil des ministres. Ah oui. C'était d'ailleurs une première pour Bernard Cazeneuve ce matin dans le costume de chef du gouvernement. Donc à l'Élysée pour entamer la journée. Le baptême du feu pour Bernard Cazeneuve ce matin. Et puis il y a évidemment la séance de questions au gouvernement à 15h à l'Assemblée nationale. Voilà les deux rendez-vous importants pour un Premier ministre et pour un ministre d'ailleurs quand on est ministre ou Premier ministre de la République française. Sachez quand même que Manuel Valls a quitté cet habit de Premier ministre. Il est parti directement en campagne. Un déplacement d'ailleurs dans l'Est aujourd'hui dans le Doubs pour le candidat déclaré à la primaire socialiste. Au moment où l'un de ses rivaux, Armand Montebourg, lui se trouve à Dijon, donc en Côte d'Or, chez vous, chez amis Dijonais, il sera ce soir donc chez vous. Le sondage du jour, sondage BVA pour la presse régionale française, et selon cette enquête, aucun candidat de gauche ne serait en mesure de se qualifier pour le second tour qui mettrait donc face à face François Fillon et Marine Le Pen, d'après l'Institut BVA, je le rappelle. On va aller donc du côté de nos auditeurs avec Idriss qui nous appelle, qui souhaite revenir, je crois, sur le sujet de la Syrie. Salut Idriss de Noisy-le-Grand, bonsoir. Salam alaikum à tous. Bonsoir Idriss. Je suis vraiment content de partager avec Ousmane Timéra que j'ai découvert sur YouTube et Ousmane poursuit ce que tu fais, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup, cher ami. Donc moi voilà, je voulais revenir sur la Syrie. Lorsque j'ai écouté l'animateur, j'avais un peu l'impression que toute cette affaire de Syrie, c'était une histoire de gazoduc, comme si les gens sur place, les différents dirigeants sur place n'avaient aucune volonté. Et moi, je vais donner mon avis. C'est que mon avis. Moi, je suis pas politicien, je suis pas diplomate et tout ça. Mais moi, je pense que l'affaire de la Syrie, c'est la continuité de la rivalité entre Arabes et Perses et entre sunnites et chiites, avec deux champions. L'Arabie Saoudite, qui a son grand ennemi, c'est pas Israël, c'est l'Iran chiite, et l'Iran chiite qui défend ses positions, comme il a fait avant dans la guerre contre Saddam Hussein, et qui défend Bachar el-Assad, l'Alaoui. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Moi, c'est juste mon opinion. Et moi, je pense que les autres pays autour, Russie, tout ça, Turquie, eux, ils défendent leurs intérêts, ils viennent se greffer. Moi, mon opinion, après peut-être que je me trompe, c'est que les Russes, s'ils défendent Bachar el-Assad, c'est parce que les Russes, quand on regarde leur histoire, depuis 200 ans, ils ont un gros problème, c'est l'accès à la Méditerranée. Et tant que Bachar leur dit, avec Tartous, tu as accès à la Méditerranée, ils défendent Bachar. Voilà.
Idriss, si je peux me permettre, l'animateur que je suis est tout à fait d'accord avec vous, et c'est un nouvel élément qui permet de comprendre la situation qui paraît en même temps assez simple à comprendre, mais en même temps très complexe par ce qu'elle est devenue. Mais sur la volonté, en tout cas, de déstabiliser, j'allais dire même tout le Moyen-Orient, allons-y. La volonté est là, et elle existe depuis belle lurette. On va dire que ça a commencé d'ailleurs on va dire qu'après les attentats du World Trade Center. Non, mais bien avant, Harry. Il y avait 91 avec la guerre du Golfe. Avec la guerre du Golfe, ça a commencé par là. Oui. Non, mais ça s'est accéléré. Le plan s'est accéléré. C'est, j'allais dire, sophistiqué. Après donc cet événement du côté de New York, on a vu de ce que ça a donné, évidemment, et la Syrie n'est que la continuité de ce qui s'est passé auparavant dans d'autres pays, l'Afghanistan, etc. Et d'autres sont peut-être à venir, hein. Oui, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, tout ça. Mais moi je pense que quand même il est bien de dire que nous musulmans dans cette affaire, on a notre responsabilité. Complètement, et que c'est d'abord une guerre dans l'islam entre sunnites et chiites. Moi, je pense que c'est ça. Après, les occidentaux, chacun, ils viennent gratter leur intérêt, bien sûr, évidemment. Ils viennent par-dessus se greffer. Et puis, je voudrais juste revenir sur la rébellion. Moi, la rébellion, comment je la vois en Syrie, c'est au départ, il y a des gens qui se rebellent parce que il y a la confiscation du pouvoir par une minorité. Le clan Assad, qui avec le père, ils ont fait pareil, ils ont bien joué, tout ça, ils jouaient sur les minorités et tout. Et que la rébellion qui, au départ, a manifesté, eux, ils étaient pas prêts pour prendre les armes. Mais comme nous, il y avait des groupes armés qui, eux, avaient un agenda. Et que dans ces groupes armés, mon opinion, peut-être que je me trompe, il y avait des sunnites dont l'Arabie Saoudite les soutenait, et je veux parler de Daesh. Après, peut-être que je me trompe. Non, mais vous vous trompez pas, vous avez une analyse. Vous vous trompez pas, on n'est pas là pour se tromper ou pas. D'ailleurs, on est là pour donner des analyses, et votre analyse est assez construite et argumentée, effectivement. Merci à vous, en tout cas, Idriss, de nous avoir appelé, de nous avoir livré votre analyse très intéressante. Merci beaucoup, Idriss, à très vite. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Oui, je vous en prie. Donc, sur le fait que, ce que nous dit, en fait, notre auditeur, Idriss, que les musulmans ont une grosse responsabilité sur ce qui se passe en Syrie, et que finalement, tout ça, c'est une guerre entre chiites et sunnites. Mais oui. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Il y a une responsabilité. Je prendrai le propos de Malik Ben Nabi. Et je le retournerai, si ces pays sont déstabilisés, c'est qu'ils étaient déstabilisables. Et qu'il y a eu une longue politique interne de confiscation du pouvoir, de spoliation des droits élémentaires, économiques, politiques et autres, et que dans un tel univers, il est sûr et certain que ça ne peut pas perdurer plus longtemps que prévu, que plus longtemps que ça. Et donc forcément ensuite, quand on est dans un monde quand même où il y a des intérêts, il y a des grandes puissances qui s'affrontent, et c'est les plus petits et les plus faibles qui morflent. Mais encore une fois, la solution, elle est dans la nécessité d'établir la paix entre ces différentes factions musulmanes dont les conflits existaient avant la colonisation. La colonisation ne vient que s'appuyer ou faire revivre ces conflits anciens pour pouvoir les utiliser et les manipuler dans le sens de leurs intérêts. La Russie du côté de l'Iran, les États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Mais le problème, c'est que l'Iran ne fait pas que défendre ses positions maintenant. On n'est plus là-dedans. L'Iran a un agenda de déstabilisation de la région pour établir son empire, l'empire perse. Donc il y a ça aussi, il y a des déclarations officielles qui vont dans ce sens-là. C'est pour ça que moi je ne suis ni des uns, ni du côté des uns, ni du côté des autres. Il faut à un moment donné que ces gens-là reviennent à leurs valeurs fondamentales, soi-disant qu'ils défendent, l'islam en l'occurrence, et deuxièmement qu'ils prennent en compte les intérêts géostratégiques de l'ensemble de la région, et que chacun arrête de jouer sa petite partie, parce que c'est tout le monde qui risque d'y passer. Voilà ce qui se passe. La Turquie va pas s'en sortir toute seule avec cette affaire-là. L'Arabie Saoudite aussi va se faire déstabiliser. Tout le Moyen-Orient, et Bush l'a annoncé, va se faire déstabiliser. Parce que quand lui, il appelait à une démocratisation de la région, ça voulait dire on déstabilise tout. Donc on va découper tous ces pays en petits États qui n'auront pas les moyens de résister.
Et l'Arabie Saoudite ne va pas y échapper, hein, ça c'est clair. Malheureusement. Et l'Arabie Saoudite est en train de goûter le sale jeu qu'elle a joué. C'est tout, ça je veux dire. Contre elle, en fait. Mais ça se joue contre elle parce qu'encore une fois, l'Arabie Saoudite, ils sont dans une contradiction. Mais pareil pour l'Iran. Ils sont les premiers à sortir des versets hors de leur contexte en disant qu'il faut pas s'allier aux juifs et aux chrétiens. D'ailleurs, leur confrontation aussi se joue au Yémen. Avec on est en train de massacrer des gens là-bas. Exactement. Et personne ne dit rien. Et là, là, c'est très particulier. Effectivement, on a raison de s'insurger sur ce qui se passe en Syrie. On a raison de crier face à cette horreur qui se passe en Syrie. Par contre, j'entends pas beaucoup de monde gueuler par rapport à ce qui se passe au Yémen. Et pourtant, c'est un véritable massacre qui est perduré là-bas. Écoutez, c'est très particulier, très bizarre cette condamnation à géométrie variable aussi. Et ça, c'est pour nous, hein. Nous tous, je m'y inclus d'ailleurs. Hein. Mais il faut revenir en tout cas sur la responsabilité. Si nous, en tant que musulmans, et moi je suis pas arabe, donc mais c'est pas une question d'être arabe, une question d'être un être humain. C'est le sang humain qui coule là-bas, hein. Le nôtre. Et en tant que musulman, ça me touche encore plus. Pourquoi est-ce que ces gens-là qui soi-disant appliquent la charia n'écoute pas la charia qui dit à un moment donné, quand il y a un conflit entre des croyants, on établit la paix entre eux. On prépare les armes pour les tuer, on établit la paix. Et qu'il est interdit de tuer un croyant. Il est interdit de tuer un être humain. Ces gens-là qui vont se faire tuer là-bas, là, soi-disant qu'ils vont faire le djihad, ils vont tuer qui là-bas? Ils vont tuer des musulmans comme eux. Et ensuite, ils pensent qu'ils vont en trouver 70 vierges. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, c'est 70 chaînes que tu vas attraper en enfer. C'est pas, tu peux pas aller au paradis avec ça. C'est une contradiction. On utilise la religion comme un moyen idéologique pour assouvir des névroses criminelles sous la botte d'intérêts géopolitiques. On arrête tout ce tralala. L'être humain, en tant que tel, arabe ou non arabe, musulman ou pas, est sacré. Et au fond, on se rend compte qu'au fond, le sang d'un arabe, le sang d'un musulman, ça vaut pas grand-chose. William, là-dessus, avant d'accueillir notre dernier auditeur là-dessus. Toute vie humaine est sacrée et a sa valeur. Juste par rapport au conflit sunnite et chiite, c'est un conflit qui date pas d'aujourd'hui. C'est un conflit qui date déjà des tabi'in, des compagnons de des suiveurs de notre compagnon, des compagnons de notre prophète sallallahu. Donc là, c'est simplement instrumentalisé et c'est utilisé. Ouais. Oui, mais c'est les musulmans eux-mêmes. Ouais. Parce que c'est eux qui continuent à diffuser des conflits vieux de 1400 ans et les faire vivre comme s'ils étaient aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai à faire du conflit qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah? Ils sont morts, ça y est, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on doit faire revivre ce conflit-là? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Si ce n'est qu'il y a des gens qui manipulent d'autres personnes qui sont bêtes, comme leurs chaussettes. Économique et politique et ça n'a rien à voir, c'est nous-mêmes, hein. Ces bêtises-là qui tombent sur nos têtes, c'est nous-mêmes, jusque dans les quartiers, hein. T'as des frères, ils viennent te voir, ils te regardent de travers et disent t'es un shit. Ouais. Non, je fume pas, mon ami, je fume pas le shit, moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, soyons sérieux. Béziane, bonsoir. Béziane, baisse la radio, Béziane. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Ouais, Béziane, faut déboucher les oreilles, mon ami, hein. Allez, on y va. Non, c'est parce que j'étais en train de me servir un thé, là. Bon, bah, écoute, vas-y, fais-toi plaisir, mon ami, hein, tranquille. On t'écoute, Béziane. Alaikum salam. Oui, je crois que je suis à peu près d'accord avec Haussmann, que je salue bien bas, ainsi que la demoiselle ou la dame qui est avec vous. C'est la dame, attends, on dit plus demoiselle. Non, ça se dit plus demoiselle, maintenant c'est Madame Magrebi William. Je suis à l'ancienne, moi, je suis pour la voiture. Oui. Je suis pas pour la réforme. Ah, moi non plus d'ailleurs. Je suis pour la forme. Ah, joli. Ouais, et les formes, en même temps. Oui. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Non, mais sérieusement, le conflit qu'il y a là-bas au Moyen-Orient, tout le problème vient des Américains et des sionistes. Pourquoi? Parce que c'est la seule région stratégique, géostratégique, où il y a le pétrole. Et en même temps, il y a des idéologies. Ces idéologies, que ce soit chiite ou sunnite, c'est pas un problème. C'est un tout petit problème. Mais dans les plans sionistes et américains, il a été prévu depuis très longtemps que si les Arabes commençaient à devenir riches, intelligents et puissants, c'est pas bon pour Israël et c'est pas bon pour l'Occident. Donc il faut les émietter, c'est-à-dire partager la Syrie en 1000 morceaux et l'Irak en 1000 morceaux. Quand on est divisé, on représente plus rien. On est tous des opposants les uns aux autres. Il y a plus de solidarité. Merci Méziane pour l'analyse. On est d'accord ou pas avec ça, Ousmane?
Je laisse William s'exprimer si elle a quelque chose à dire là-dessus. Bon, alors je sais pas si j'ai vraiment bien tout compris, mais moi ce que j'en ai dégagé, c'est la théorie du complot. On est d'accord, non? Je suis peut-être passé à côté. Non, c'est pas la théorie du complot, mais il y a des politiques. C'est un peu génial. Il y a des analyses, il y a des magazines sur la géopolitique qui sortent sur l'axe américano-sioniste. Ouais. Je parle pas de l'axe, je rentre pas dans l'axe américano-sioniste pour l'instant. Ce que nous disait Méziane. Il y a des intérêts. C'est sûr que c'est sûr qu'Israël a besoin je serais un dirigeant israélien qui veut s'imposer sur les territoires palestiniens. Bien sûr que j'aurais intérêt à ce que mes ennemis aux alentours soient émiettés et divisés. Bon, la question c'est pourquoi est-ce que les Arabes s'empressent à aller dans ce sens-là? Oui. Moi en fait c'est ça que je questionne. C'est le truc, c'est évident, on le voit quoi. Tu sais que si vous êtes divisé, vous êtes mort dans le film. Vous savez que y a des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Vous avez du pétrole. Vous allez susciter l'intérêt des grosses puissances et des gros requins. Donc il faut se protéger. Donc on met en place des frontières. On met en place une armée efficace. On fait en sorte qu'il y ait une stabilisation de la société. Vous faites pas ça les gars, vous faites bouffer. C'est la loi du plus fort. Malheureusement, c'est ça. Donc bien sûr qu'il y a des complots. Bien sûr qu'il y a des stratégies de déstabilisation. Mais c'est la vie les gars, on est sur un ring de boxe. Donc à un moment donné, il faut remettre en question les politiques internationales qui ont été menées par ces pays depuis Laurence d'Arabie. Parce que cette affaire a commencé avec le nationalisme arabe. Les Arabes ont parié sur l'idée que en étant du côté des Anglais ou en étant du côté des Américains, ils allaient recouvrer leur puissance d'antan en ayant un empire arabe. C'est ce que le grand-père du roi Hussein de Jordanie, à l'époque, enfin du roi Abdallah de Jordanie, avait fait. Il s'est fait trahir. Très bien. Et ils n'ont pas compris. Jusqu'à présent, c'est la même erreur qui se fait. Il n'y a de force que celle qui nous appartient. Des gens qui sont protégés par des bases étrangères se feront un jour liquider et trahir en fonction du vent qui tourne dans le sens des intérêts. Les intérêts des États-Unis ne se trouvent plus du côté de la protection de l'Arabie Saoudite. En bref, et avant de passer à vos coups de cœur et aux j'aime ou j'aime pas, un petit tour en Italie. C'est aujourd'hui que devrait être adopté par le Sénat le prochain budget. Et comme il avait annoncé après son échec au référendum de dimanche, Matteo Renzi devrait démissionner. On parle désormais de la date de vendredi pour son départ de la tête du gouvernement italien. Si vous avez un petit mot à dire, là, n'hésitez pas. Rapidos sur l'Italie. Bah écoutez, il y a deux choses. Déjà, le monsieur père, il démissionne. Ouais. C'est bien. Hein, en France, on fait pas ça. La France n'est pas une démocratie, hein, je le dis, je l'annonce. Hein. Parce que ce genre de choses, des référendums qu'on perd et on démissionne pas, ou on transforme le référendum en traité de Lisbonne d'une part, ou bien un premier ministre, ou en l'occurrence un président de la République qui perd élection sur élection et garde la même politique, bon, il y a qu'en France que ça marche, ça. Ouais. D'une part. Mais d'autre part, Matteo Renzi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ait pensé qu'il aurait pu gagner ce référendum. Ça veut dire que le mec, il était aveugle. Il a quand même mené une politique, soi-disant, de gauche, extrêmement dure et néolibérale contre les travailleurs, en disant qu'il veut relancer la croissance et créer de nouveaux emplois. Il a augmenté la précarité du peuple italien. Donc c'est pas pour rien s'il s'est fait fait battre. Donc voilà. Il s'est tiré une balle dans le pied. Une balle dans le pied, ouais, absolument. Et puis un dernier petit mot aussi pour vous donner le dernier bilan que donne l'armée indonésienne après le séisme qui a frappé tôt ce matin la province d'Aceh à l'extrême nord de l'île de Sumatra. Au moins 97 personnes ont été tuées et des centaines de personnes blessées par cette secousse de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter, donc en Indonésie. Rappelons-le, bien sûr, sur ce tragique tremblement de terre qui s'est produit ce matin. Dans un instant, vos coups de cœur et les avis tranchés à suivre sur France Maghreb. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec William Maghrebi qui est avec nous et Ousmane Timera, et on va passer, si vous le voulez bien maintenant, au coup de cœur de nos chroniqueurs. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et c'est un coup de cœur qui va dans la continuité, c'est pour ça d'ailleurs que je me mélange avec la fourchée quelque part à la vie tranchée de Ousmane Timera tout à l'heure. Oui, effectivement, parce que moi je m'adresse à ceux qui pensent que... Alors, j'ai dressé un tableau qui est ce qu'il est. Il n'y a qu'un seul parti unique en France, c'est celui du parti néolibéral, qui va dans le sens des intérêts des actionnaires et de la puissance financière, que l'on soit de droite ou de gauche. Et le Parti socialiste est un parti libéral, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il faut qu'on se réveille. Maintenant,
face à cela, il y a des rêves d'alternatives qui ont du mal à s'exprimer. Dans le court terme, je pense qu'il faut sortir de ce parti unique libéral et ne pas aller vers son extrême qu'est l'extrême droite. D'une part, et d'autre part, essayer de voir dans le court terme et moyen terme les partis qui se rapprochent le plus de l'idéal au fond de ce que proclamait la déclaration de Philadelphie en 1948 ou 47 je crois, qui a donné naissance à l'Organisation internationale du travail, qui indiquait que la justice sociale doit être l'objectif de toute politique nationale. Et il faisait en cela le bilan des enseignements entre 1914 et 1945 et les catastrophes qui ont eu lieu. Et tout ce qui a été mis en place par la suite était dans le sens de mettre en place ce qui permettait de lutter contre la pauvreté, parce qu'on avait identifié la pauvreté comme étant un problème et une raison de déstabilisation d'une nation. C'est un problème pour tout le monde, la pauvreté. Et que depuis les années 80 et 70, on est revenu sur ces politiques-là. Maintenant, dans le court terme, il faut choisir des politiques ou des projets politiques qui vont dans le sens de plus de solidarité, qui vont dans le sens de l'augmentation des salaires, qui vont dans le sens de la remise en question de la monarchie du dollar, qui est sans contrepartie or aujourd'hui et qui déstabilise l'économie mondiale, qui va dans le sens du plus écologique, que il n'y ait plus de contradiction entre la croissance de la richesse et la destruction et la protection de la nature. Mais pour ce faire, on ne peut protéger la nature si on ne protège pas l'être humain. Or, pour moi, aujourd'hui, je le dis comme je le pense, ce sont plus des partis proches d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un front de gauche, même si celui-ci quand même s'évertue à essayer de trouver des défenses à Lionel Jospin et à François Hollande, et à Lionel Jospin et à François Mitterrand, qui ont quand même été les responsables de ce tournant néolibéral. Il n'empêche que son programme, je pense, en tous les cas, s'approche plus de cet idéal. Mais ça, c'est dans le court terme. Dans le long terme, et je finis mon propos là-dessus. Nous, qui sommes issus de l'immigration, sommes d'obédience ou non musulmane, qui sommes au fond les ancêtres ou les descendants, plutôt les descendants et pas les ancêtres, on n'est pas si vieux que ça, de ceux qu'on appelait les tirailleurs. Ceux qui sont venus en France pour défendre ce pays quand il y avait une guerre civile et une trahison de gauche à droite. Ceux qui représentent le parti de la liberté se sont transformés en néolibéraux, et ceux qui représentaient le parti de l'égalité se sont transformés en laïcistes. Ne faut-il pas qu'il y ait un courant philosophique, politique qui porte haut et fort la valeur de la fraternité, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a l'égalité qui est représentée par la gauche, la liberté qui est représentée par la droite, et la fraternité où elle est. Or, je pense qu'il ne s'agit plus pour nous de prendre parti idéologiquement. On peut voter stratégiquement pour tel et tel parti. En l'occurrence, moi, je choisis de voter plutôt pour le mouvement de l'insoumission de Jean-Luc Mélenchon, même si j'ai des désaccords idéologiques et philosophiques profonds avec ce monsieur. Mais peut-être qu'il est temps que les quartiers populaires, que les musulmans, que d'autres personnes aient le courage, l'audace, l'inspiration, la créativité, la poésie de créer un nouveau courant politique qui se base sur une anthropologie où les êtres humains sont considérés comme des frères, fondamentalement, et de ce fait ont des devoirs de solidarité les uns envers les autres. Et donc la remise en question du fait qu'on s'accapare une partie de la richesse, une grosse partie de la richesse entre les mains d'une petite minorité. Cette vision-là, elle est à construire. Malheureusement, ceux qui sont capables, ceux qui étaient censés les faire à travers les mouvements tels que 83 ou ce qui s'est passé récemment avec le mouvement pour l'indignité, n'ont pas de projet et de profondeur théologique, philosophique, anthropologique pour fonder justement ce courant politique. Il est temps de le faire, c'est ce défi que je vous propose. Nous sommes les descendants des tirailleurs qui n'ont pas pris parti pour l'un et l'autre des partis en France qui étaient en guerre civile, qui sont venus apporter une autre parole, c'est de la fraternité humaine. Parce que nous, on n'a pas dit aux Français, vous n'êtes pas musulmans, donc on ne vous défend pas. On a dit liberté, égalité, fraternité, ça correspond à nos valeurs. On est avec vous. Le coup de cœur de Ousmane Timéra, qui est certainement l'un des plus longs coups de cœur de l'histoire du Grand Forum. Pardon. Oui, Maghrebi. Je te remercie pour ta patience. Ouais. Alors, ce qui serait bien, par contre, c'est que Ousmane, tu nous crées un parti.
Ah non, moi je suis pas un politique, moi. Parce que Moi je veux être un penseur. Non, vous êtes ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est une toute jeune association qui s'appelle Oumma et Rahma, à but non lucratif, qui existe depuis 1 an et demi. Et comme son nom l'indique, a pour objectif de faire preuve de miséricorde envers les personnes les plus vulnérables. Donc ce sont des femmes qui viennent en aide au quotidien, aux familles dans le besoin et aux orphelins. Elles payent les frais médicaux des malades, donc les analyses, les radios. Elles se mobilisent pour financer les lourdes interventions. Elles récoltent le matériel médical, les vêtements et œuvrent énormément sur le terrain par des actions concrètes. Donc, elles font des maraudes, elles cuisinent pour les SDF, elles font des colis alimentaires pour les femmes dans le besoin. Cette association, moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle parce que c'est le résultat de l'union de plusieurs femmes. Des mères de famille, des femmes actives qui ont décidé d'unir leurs forces autour d'un même projet, d'une seule intention, se reconstruire soi-même en aidant les autres. Elles agissent dans une neutralité bienveillante, si chère à nous les psychologues, en aidant tout le monde, sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine. Cela me tenait vraiment à cœur de parler d'elles pour mettre en lumière le fait que l'on puisse être mère au foyer, active ou retraitée et décider un jour de ne plus rester stoïque devant sa télé, autour d'un thé, à palabrer, à se lamenter sur l'horreur de ce monde. Elles ont décidé un jour de se prendre en main et de devenir à leur tour des clés du bien. Les montagnes sont constituées de petits cailloux et les océans de milliers de gouttes d'eau. Alors, faut jamais sous-estimer la petitesse d'une bonne action. Par essence, elles ont toute une force immense en elles et donc, pour moi, je voulais vraiment qu'on puisse aujourd'hui, en tout cas moi, leur témoigner ma gratitude et ma reconnaissance envers toutes ces femmes, toutes ces personnes qui agissent dans l'ombre en choisissant de mettre de côté une partie de leur vie personnelle pour aller soutenir l'autre. Elles me réconfortent et elles me rassurent parce qu'elles me permettent de penser que finalement, il reste encore de l'humanité en chacun de nous. Donc on a la chance d'avoir la présidente de l'association qui est avec nous. Merci Christophe de leur avoir permis d'être là. Et Lola, on aimerait bien savoir comment faire pour prendre contact avec vous. Qu'est-ce que c'est que votre association, etc. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Bonsoir Lola. Bonsoir. Alors moi c'est Lola, donc je suis la présidente de l'association Oumma et Rahma. Donc comme l'a dit William, donc ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert cette association. Donc on est beaucoup sur le terrain, notamment surtout en Algérie, vu qu'on a plus de facilité à mettre un pied là-bas, et puis on a des associations avec qui nous sommes en partenariat. Donc c'est plus simple pour nous. Depuis peu, on fait des envois aussi au Maroc pour les nécessiteux. Après, comment nous joindre? Donc nous, l'association, elle est située à Bondy. Donc je peux laisser mon numéro de téléphone? Bien sûr. Donc mon numéro de téléphone c'est le 06 14 39 52 52. Ouais, mais un peu doucement quand même. 06 14 06 14 39 52 52. Oui, parce que les gens, en ce moment, sont en mouvement pour ceux qui ont le droit de conduire ou pas. Voilà, il faut qu'ils s'arrêtent pour noter le numéro de téléphone. Donc 06 14 39 52 52. Voilà, c'est ça. On peut vous contacter également via votre mail. Oumma et Rahma, donc. Et ça veut dire quoi, Oumma et Rahma? Alors, Oumma et Rahma, c'est, Oumma, c'est la communauté. Oui, ça oui. Et, Rahma, c'est, la bonté du cœur. Donc j'ai fait un mix de tout ça, avec une autre amie. Et, on a pioché le pour et le contre, et puis on a vu que Oumma et Rahma, ça tombait très bien avec nous. Mais vous cherchez quoi exactement, concrètement, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qu'on recherche, les bénévoles, il y en a. Ouais. Donc il y en a beaucoup, ça, tant mieux. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des personnes, au lieu de jeter leurs médicaments, les vêtements, très bien. donc qui pensent à nous, qui pensent aux nécessiteux. On recherche aussi beaucoup de dons financiers parce que malheureusement, il nous faut beaucoup de choses, de médicaments. À acheter, surtout pour l'Algérie, parce qu'ils n'ont pas trop les moyens, et surtout qu'il n'y a pas certains médicaments sur place. Et puis faire l'envoi des bagages avec transporteur, ce qui nous coûte très cher. Très bien, plein de choses, donc n'hésitez pas à contacter et à appeler donc Lola. 06 14 39 52 52. Oui, pardon. Donc l'association organise un gala le 13 janvier. J'y serai présente, Inch'Allah. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Oumma Rahma pour avoir tout. Inch'Allah. Oui, d'ailleurs un gala que tu auras l'honneur d'animer. Je ne sais pas si je l'animerai, mais en tout cas j'y serai, oui. Ah. Avec plaisir. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, je sais pas, après. Est-ce que je peux passer une toute petite mini dédicace? Je vous en prie, allez-y, profitez du micro. Alors déjà, je veux remercier mes 3 acolytes, donc Inès, Sabrina et Yamina. Donc c'est 3 personnes qui me suivent au quotidien, qui font partie de l'association. Sans elles, rien ne serait possible. Je remercie aussi Hamid, mon mari, qui me soutient beaucoup, mes enfants Farah et Abdallah, ma maman que j'aime de tout mon cœur, et puis surtout Allah Shafiha, ma petite sœur Sabrina, Yazid de Bébé Grill,
Meissa, Fatima, Myriam, Chocolata. Et puis les deux associations avec qui je suis en partenariat en Algérie, Shabab al-Khair et Sanabil al-Rahma. Eh bien, bon courage à vous Merci en tout cas. beaucoup, Et merci de bravo pour ce m'avoir que vous faites. reçu. À bientôt. Alors on va terminer avec le j'aime ou j'aime pas, on est un peu en retard mais c'est pas grave, hein, tant pis. Et puis on va faire une petite dédicace, Ousmane, à la petite stagiaire de Ouiem là qui est avec nous aussi. Hein Elle a cru qu'elle allait y échapper. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Salut. Vu et tout, on m'a dit il y a une stagiaire, viens. Présente-toi, tu t'appelles comment? Allez. Salam alaikum déjà. Alaikum salam. Je m'appelle Zaineb. Zaineb, ouais. J'ai 14 ans, voilà. Ouais, jeune fille donc. Ouais, et tu es stagiaire donc auprès de Ouiem. Oui, voilà. Tu veux faire psychologue? Inch'Allah. Ah, écoute, t'as du boulot, hein. Du boulot à analyser la psychologie de tous ces êtres humains un peu chelous là. Il y aurait que autour de cette table avec Ousmane et moi déjà. Bon, en tout cas, tu veux passer un petit bonjour, une petite dédicace? Non? À ton collège, à tes parents? Ouais, à mon collège, à mes parents. Ok. Dédicace au collège Montaigne de Goussainville. Et à mes parents. Très bien. Et oui, surtout, on n'oublie pas les parents. Allez, on termine avec le j'aime ou j'aime pas. Tiens, ça va être rapide. Alors, la France qui souhaite Ousmane et Ouiem organiser le 21 décembre prochain une deuxième conférence sur le Proche-Orient. Je rigole parce que la première avait complètement été couronnée d'échec. Que on entend vouloir une deuxième conférence sur. En fait, ils veulent réunir Abbas et Netanyahou à Paris. Le 21 décembre prochain. La France aime être ridicule. C'est ça. J'ai l'impression. Hein. Donc j'aime pas. Ah bon, j'aime pas non plus. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai pas de. C'est de l'info. Voilà. Après, Alors. le Mouloud Nabawi Sharif. Vous savez que ça va être lundi prochain, Ah bon le 12 décembre, oui. effectivement. Bon. Moi, je retiens pas. Alors il y a beaucoup de discord, beaucoup de sur le fait qu'on fête ou pas d'ailleurs le Mouloud Nabawi Sharif. Hein. Voilà. Je vous apprends rien. Vous le savez mieux que moi. Voilà. John Kerry. Qui accuse notamment, alors attendez parce que voilà, la droite israélienne de ne pas vouloir la paix avec les Palestiniens. C'est John Kerry qui l'a dit, l'ancien secrétaire d'État aux États-Unis. Ah bah John Kerry s'est réveillé, dis donc. Ouais. C'est bien. Et puis j'aime ou j'aime pas. Ou je m'en fous d'ailleurs. En fait. J'ai pas compris le rapport avec le Maulid de Nabawi, pardon. Non mais ça on a enchaîné. On a enchaîné. On a enchaîné, Ouiem. Non parce que je me disais, on n'a pas réagi. Ah, oui, je suis oui. contre. T'es contre? Oui, moi je suis contre. Ah, d'accord. T'es contre quoi? Le Mouloud. Ah le Mouloud. Oui. Ah d'accord. Ah oui, on est revenu au Mouloud. Donc contre le Pardon, Mouloud. j'avais pas réagi donc. Bah tu nous as pas demandé de réagir. Voilà, c'est ça, t'as enchaîné. On fête ou fête pas le Mouloud Nabawi Sharif chez Ouiem, non? Chez On moi, fête pas. non. D'accord. Ouiem, Ousmane. Moi j'ai déjà fait une intervention là-dessus. Il y a une vidéo. On vous invite à aller la voir. là-dessus, à aller voir dessus. Quoi. Voilà. Alors John Kerry donc qui accuse la droite israélienne de ne pas vouloir la paix avec les Palestiniens. J'aime ou j'aime pas? John Kerry est un hypocrite. J'aime pas. C'est maintenant qu'il dit ça Ouais. depuis le temps. Donc bon, enfin bref, faut arrêter de jouer avec les gens. La maire MAIRE de Beaumont-sur-Oise affirme eh bien ne plus vouloir porter plainte contre la sœur de Adama Traoré, mais elle entend quand même maintenir une certaine pression. J'aime ou j'aime pas le fait de retirer sa plainte? J'aime pas et elle devrait avoir honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi maintenir une certaine. Déjà, de quoi on parle? On a un jeune homme qui est mort dans les circonstances qu'on connaît. On sait qu'il a été tabassé et il en est mort par la police. Ouais. Ils ont caché ça sans l'effort de la famille d'Adama dans cette douleur et de leurs amis. La vérité ne serait pas apparue. Et on est dans des atermoiements et on parle de maintenir une pression. Donc on n'aime pas du tout. Pour finir, Paris, circulation alternée qui a d'ailleurs été reconduite pour demain. Donc si je ne me trompe pas, c'est les plaques impaires qui pourront circuler demain. On a recensé 1700 verbalisations hier pour la seule journée d'hier. J'aime pas cette méthode de faire de la circulation alternée, de verbaliser. Moi je n'aime pas. Ouais. Moi je trouve, enfin l'intérêt pour l'écologie et pour, en tout cas, de manière générale l'environnement, c'est une bonne chose. Si la circulation alternée peut y contribuer, pourquoi pas. Mais être dans le répressif et dans la verbalisation, non. Les responsables te disent que non, hein, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, il y a eu d'énormes bouchons en région parisienne suite à des pagailles dans les transports qui sont certes gratuits. Dans ces cas-là, on laisse tomber alors. Et puis il faudrait systématiser aussi. Hein. Comment on se fait arrêter, on se prend une amende et puis t'as 20 voitures derrière qui passent et qui ont pas d'amende. Donc il faut aussi. Dans ces cas-là, il faut questionner cette politique publique et puis surtout, je pense qu'il faut arrêter d'être
être dans la politique concernant l'environnement de la culpabilisation. Il faut taper au niveau des multinationales et pas des petits gars qui utilisent les voitures qu'ils ont, quoi. Ça sera tout pour aujourd'hui en tout cas en ce qui vous concerne. Merci beaucoup Ousmane Timéra, très vite. C'est moi. William Maghrebi, merci beaucoup. Merci. À très vite William. aussi dans un instant. Merci la stagiaire, merci la mesdames. stagiaire. Et merci Oumaï Rahma. À tout le monde évidemment. Et à toi aussi Christophe. Merci. Dans un instant Amar pour l'éphéméride de ce 7 décembre. On écoutera aussi, je vous le réserve dans un instant, le tout nouveau Made in sur France Maghreb 2. L'album sort le 24 février. Je vous sors Global qui est sorti d'ailleurs, la vidéo de YouTube, le clip est sorti lundi soir. On écoute dans un instant. Et puis la télé, le sport, on en parle juste après les infos de Marine Garel. Bonsoir Marine.